Bien, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Essonne, cher François Durouvray, je voudrais d'abord vous féliciter pour le trait d'esprit dont vous avez fait preuve, avec une concurrence qui était particulièrement relevée, qui nous a permis de comprendre que le président de la RATP ne voulait pas simplement être à la RATP et qu'il avait peut-être des destinations plus lointaines. Mais surtout, je voudrais saluer ce qu'a apporté le département de l'Essonne à la vie politique française, au Parti socialiste en particulier, et les désordres qu'il a pu engendrer pendant quelques années. Et la série n'est également pas terminée. Et nous veillerons encore à ce que ce département produise d'autres talents au fur et à mesure du temps, dont le vôtre, et faire en sorte que ce département, qui lui aussi, comme la région Île-de-France, est une terre de contraste entre un secteur industriel, une université prestigieuse, mais aussi des habitants de revenus différents, et un espace rural qui appelle aussi des politiques agricoles. C'est vrai que ce matin, il y a eu un acte très important, et vous l'avez rappelé, de faire en sorte de faire rouler un train. C'est déjà pas mal. C'est ça le Grand Paris, faire rouler des trains qui n'arrivent pas encore à l'heure, puisqu'ils ne sont pas vraiment partis. Mais je pense que c'est un acte très important, et ce qui va me permettre de parler des acteurs du Grand Paris, puisque Thomas, vous avez voulu rassembler ici des promoteurs, des entrepreneurs, des élus qui, les uns et les autres, œuvrent pour le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est une idée qui vient de loin, vous la connaissez, l'histoire. Napoléon III voulait étendre Paris, éviter que le cœur de la capitale puisse être tourmenté, mettre des barricades, donc il fallait élargir le territoire. Puis ensuite, lorsque la République est revenue, elle a voulu que la capitale n'ait qu'un statut qui correspondait qu'au reste de la population, mais avec une spécificité. Paris n'avait pas les mêmes droits et les mêmes attributions que les autres communes, et le Grand Paris, à l'époque, c'était le département de la Seine. Et c'est d'ailleurs les républicains de cette époque qui ont permis qu'il y ait ces grands syndicats qui, d'ailleurs, aujourd'hui animent encore le Grand Paris pour le gaz, l'électricité, pour l'eau. Tout ça remonte au début du XXe siècle. Ensuite, le Front populaire. Le Front populaire avait voulu porter une ambition plus élevée. Et il y avait deux maires à l'époque, André Morizet pour Boulogne, Billancourt à l'époque, et puis le maire de Suresnes, qui fut ministre de la Santé, Henri Sellier. Il vous avait imaginé qu'il pourrait y avoir une agglomération qui puisse être, et c'est le mot, ou les mots qui sont apparus à ce moment-là, le Grand Paris. La guerre a écarté ce projet, et à la Libération, on est revenu au département de la Seine. Le général de Gaulle considérait que ce département de la Seine était trop important, en tout cas trop clivant sur le plan politique, et a préféré éclater cette représentation. Il n'y avait que deux départements, les plus anciens s'en souviennent, Seine et Seine-et-Oise. Seine-et-Oise, c'était 78. Seine, c'était 75, bien sûr. Alors, ça a donné lieu à tous les départements que nous connaissons. Et ensuite, il y a eu, de la part du général de Gaulle, néanmoins, la création de la circonscription régionale. Donc c'est là que l'Île-de-France est née. Et c'est sans doute ce que voulait le général de Gaulle, c'est-à-dire un territoire large et éviter qu'il y ait des collectivités trop puissantes. Il a fallu attendre ensuite Bertrand Delanoë, qui a lancé ou relancé cette idée de Grand Paris, et avec une volonté de dialogue surtout entre Paris, capitale, et tout ce qui était autour de Paris, ce qu'on appelait communément la banlieue, la grande banlieue, ou la petite couronne et la grande couronne. Et au-delà de cette structure de dialogue, il y avait une coordination qui a commencé à s'établir sur les objectifs. Après l'élection de Nicolas Sarkozy, et vous l'avez évoqué, il y a eu cette intuition et cette volonté avec Christian Blanc, puis ensuite Maurice Leroy, il y a eu cette volonté de Nicolas Sarkozy de créer le Grand Paris avec trois objectifs. Objectif de pôle économique,
Objectif de transport, ça a été donc l'amorce de la Société du Grand Paris, et puis un pôle administratif. C'est souvent sur le pôle administratif que c'est le plus compliqué. Pour le pôle transport, il faut annoncer des milliards. Vous savez que les présidents successifs sont très prompts à annoncer des milliards qui vaudront autant de charges pour leurs successeurs. Et donc, s'est produit à ce moment-là, des chiffres très imposants ont été lancés. On disait 19 milliards, certains parlaient de 30. Mais en tout cas, c'est là qu'ont été lancées les premières opérations et que les pôles économiques se sont progressivement établis, même si ils ont pu évoluer avec la question aussi des aéroports. Mais c'est là que la conception d'avoir un système de transport qui puisse être justement, non pas simplement intermodal, mais qui puisse lier des communes, des territoires qui étaient périphériques, qui se croyaient périphériques et qui devenaient liés les uns les autres. Ça, c'est, je pense, ce que le Grand Paris apporte et de plus fort, et on va le voir maintenant et surtout dans les années qui viennent. Alors, je rappellerai à ceux qui ont pu voter pour moi qu'en 2012, j'ai été donc président de la République. Et à ceux qui n'ont pas voté pour moi, eh bien, ils l'ont su quand même. Et donc, en 2012, la tentation est forte de se dire ce qu'a fait le prédécesseur n'a pas forcément de sens. Pourquoi aller chercher des milliards qui n'existent pas toujours et pourquoi aller voir des structures administratives qui vont compliquer le jeu. Et comme il a été rappelé par Clément Beaune, qui à l'époque était dans la bonne famille, et donc comme il a été rappelé par Clément Beaune, la volonté, je pense que c'était bien qu'il en fût ainsi et que nous avons tous partagé, Jean-Marc Ayrault, puis Manuel Valls et moi-même, comme président de la République, nous avons non pas simplement continué, c'était important de continuer, la Société du Grand Paris a pu voir ses travaux être préparés, puis ensuite lancés, mais nous avons additionné des crédits. Parce que c'était ça qu'il fallait faire, non seulement confirmer ce qui avait été promis, mais en rajouter, faire que la région Île-de-France puisse également prendre sa part et permettre que nous ayons un échéancier. Et puis sur la question des structures administratives, alors ça aussi peut être de gauche, c'est pas plus facile. Bien sûr que c'est pas plus facile avec ses propres amis, avec les opposants, on trouve toujours des solutions, mais avec les amis. Comment faire pour trouver une structure qui puisse bien sûr préserver Paris, forcément Paris, faire que les départements que nous aimons beaucoup, et nous en particulier, ne puissent pas être entamés. Et donc, comment faire pour qu'il y ait une métropole? Et ça a été l'objet de plusieurs discussions législatives, certains ici s'en souviennent, avec des noms incroyables, MAPAM, Nôtre. Et au bout du bout, qu'est-ce qu'on fait au nom de l'esprit de synthèse, dont je veux être moi-même un spécialiste. J'ai même déposé le mot synthèse à l'INPI pour que personne ne puisse me le prendre. Mais l'art de la politique, c'est la synthèse. Donc là, la synthèse, ça a consisté, bien sûr, à maintenir Paris, comment faire autrement, les communes, comment les entamer, mais à créer aussi des intercommunalités beaucoup plus puissantes, des agglomérations, et je pense que les établissements publics ont joué un rôle très important, et jouent un rôle très important, et de rien mettre en cause au niveau de la région, et de créer une métropole. Et donc, l'idée originelle, c'était 3 niveaux. L'idée de synthèse, c'est 5 niveaux. Et nous vivons avec depuis maintenant 2016, 2017. Et d'ailleurs, personne ne veut remettre en cause cette architecture. C'est vrai que la métropole a fait son travail avec des moyens limités, mais a fait son travail et a permis que des communes qui en sont membres puissent partager des projets qui ensuite ont pu être réalisés, des sujets architecturaux, des projets d'aménagement. La métropole doit faire en sorte d'avoir un programme pour l'habitat, puisque c'est sa fonction principale et que ça intéresse ici beaucoup d'acteurs. Il y a eu donc la poursuite des travaux de la Société du Grand Paris, et même si on a un léger retard, mais qu'importe le léger retard, ce qui compte, c'est qu'à l'horizon 2030, tout soit fait.
parce que ça va être je crois que c'était Valérie Pécresse qui le disait, une révolution, c'est vrai, dans les modes de relation, dans la manière de se déplacer. Si on peut travailler à 20 minutes ou une demi-heure de chez soi, ça change tout. Et si on peut permettre la mobilité de la population, c'est pas simplement pour faciliter l'économie, même si ça peut avoir cette conséquence, c'est aussi pour permettre l'accès à la culture, au sport et à la connaissance de ce qu'est la métropole, mais au-delà de la métropole, de ce qu'est l'Île-de-France. Il y a eu aussi une réflexion qui a été menée par toutes les collectivités. J'évoquais les EPCI qui ont pu, là aussi, fournir des projets et permettre qu'il y ait, à côté des gares, les futures gares, de grands projets et de grands sujets de construction qui, d'ailleurs, dans la période que nous avons connue, 2016 jusqu'à aujourd'hui, avec une construction de logements importantes, et notamment en Île-de-France, c'est vrai qu'il y a eu là, pour les architectes, pour les promoteurs, pour les entrepreneurs, au-delà de ce que déjà la Société du Grand Paris pouvait générer, des travaux tout à fait significatifs. Alors, si aujourd'hui je dois dire la réussite ou les réussites du Grand Paris et les limites, car il y en a. Les réussites, c'est d'abord que le Grand Paris existe. Ce n'était pas si évident d'imposer ce terme de Grand Paris. C'est-à-dire de faire que tous les acteurs, et vous en êtes, tous les élus, s'inscrivent dans cette démarche-là, au-delà des sensibilités politiques. Mais mieux que, finalement, ce soit même une marque, le Grand Paris. C'est une marque, ici, pour le territoire. C'est une marque internationale, le Grand Paris. Tout le monde veut aller voir le Grand Paris. C'est pour les territoires qui se sentaient loin, méconnus, voire même anonymes, c'est de se raccrocher à cette identité. On a besoin d'une identité. Et donc le Grand Paris, c'est ce qui permet justement de faire fédérer, bien sûr, des collectivités dans une œuvre commune, mais c'est aussi de faire connaître à la population, celle qui vit ici, celle qui veut visiter le Grand Paris, de ne pas s'arrêter simplement au cœur de la capitale, mais aller bien au-delà. C'est une fierté, le Grand Paris. Et je pense que vous êtes l'illustration de ça. Il faut faire vivre ce concept de Grand Paris. Deuxième réussite, je l'ai évoqué, c'est le transport. C'est une véritable mutation qui va se produire. On était en retard sur les transports, malgré tous les efforts qui avaient été faits. Jean-Paul Huchon s'en souvient, pour améliorer le système de transport. Nous étions en retard parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures. Et puis tout allait vers la capitale. Et le Grand Paris, c'est précisément de faire que ça n'aille plus vers la capitale. Que la capitale soit en grand et pas simplement au sein du périphérique. Et là, il y a le plus grand chantier de génie civil d'Europe. Et c'est aussi pour les habitants et pour les acteurs que vous êtes, là aussi, une reconnaissance de ce que l'État, les collectivités ont engagé pour la population. Population, quand même, en Île-de-France, un Français sur 5 habite en Île-de-France et 30% de la richesse nationale se fabrique en Île-de-France. Ensuite, la troisième réussite, c'est que, et même si nous ne sommes pas allés aussi loin que sans doute Nicolas Sarkozy l'avait souhaité quand il a créé l'Atelier international d'architecture, c'est que nous n'avons pas suffisamment de grands projets architecturaux. Non pas qu'il n'y ait pas d'architectes de talent, il y en a plein en France. Mais pour qu'ils puissent travailler, faut-il encore qu'il y ait des grands chantiers. Ça sera sûrement là aussi une obligation pour les collectivités et pour le Grand Paris de porter ces grands projets. Alors les limites, je les ai évoquées. Il y a combien de structures qui parlent du Grand Paris, qui évoquent le Grand Paris et qui sont dispersées. Donc le Grand Paris est partout, d'une certaine façon, il est nulle part. Et ça, c'est ce que nous devons convenir, malgré tous nos efforts, c'est qu'il eût mieux valu une seule structure. Ça, c'est toujours ce que cherche l'esprit rationnel. Alors comment faire pour arriver, alors qu'aujourd'hui le débat n'est pas posé, arriver à ce que ce soit une simplification, si tant est qu'elle soit réalisable. La première simplification, c'est de transférer de la part des communes ou des EPCI des compétences nouvelles à la métropole. Mais faut-il encore que la métropole ait une légitimité? Faut-il encore que la métropole ait une
compétences qui justifient ces transferts. Nous n'en sommes pas là. La deuxième méthode, ce serait de dire que tout doit aller vers la région. Puisque Valérie Pécresse n'est pas là, nous pouvons en parler aisément. Et je ne suis pas sûr que ce soit souhaité par les collectivités, par les départements en particulier, parce que si c'était transféré au niveau de la région, on se demande ce que feraient les départements. Or, nous avons besoin des départements. Donc je fais ce pronostic que ça va durer et qu'on va garder ces structures-là. Et si on doit garder ces structures, il faut qu'elles puissent travailler ensemble et être fluides les unes par rapport aux autres et savoir exactement qui fait quoi. Et ça va être tout l'enjeu du Grand Paris. Non pas chercher une structure idéale, mais vivre avec les différents partenaires et les faire œuvrer ensemble. La dernière limite que je voulais évoquer, c'est que le Grand Paris, il est porté par des acteurs, il est identifié par des entreprises, par des collectivités à l'évidence. Est-ce qu'il est partagé par les citoyens? Pas encore. Ça, c'est un vrai sujet. On est d'où? On est d'où quand on est en Île-de-France? Quand on habite Paris, on peut dire « je suis de Paris ». Quand on est dans un autre département, le 9-3, le 9-3 s'est fait une existence, une réputation même, on peut dire. Mais ailleurs, on peut dire « je suis de l'ouest de la région parisienne ». Donc on a besoin de cette identité. Et pour les départements qui ont été créés justement avec le général de Gaulle, c'était pas si facile. Le Val d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, comment faire pour se donner une identité. Je pense qu'on ne la changera pas, c'est déjà tellement important que ces structures existent. Mais il faudrait que la population se reconnaisse dans le Grand Paris. Et ça sera possible, je crois, avec les gares et le réseau de transport. Ça sera possible s'il y a de l'habitat, parce qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est que nous avons fait majorité après majorité, président après président, nous avons fait beaucoup sur le Grand Paris, parce que nous avions et nous avons encore la volonté de loger la population. Or, aujourd'hui, nous le savons, aujourd'hui c'est le grand sujet qui nous préoccupe, car la construction est en train de s'essouffler, parce qu'il y a plus de terrain, parce que les taux d'intérêt sont élevés, parce qu'on a changé les financements du logement. Et donc, nous avons absolument besoin qu'il y ait de nouveau une offre de logement qui puisse accompagner, parce que ce serait quand même un comble d'avoir créé autant d'équipements et qu'il n'y ait pas la possibilité d'accueillir. Ce serait même contraire à l'objectif. Et de ce point de vue, il va falloir, là aussi, se concerter avec l'État, forcément, avec les bailleurs sociaux aussi, avec les promoteurs, pour qu'on puisse sortir du foncier et avoir des logements. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui viennent chaque année en Île-de-France. Donc il y a combien de personnes mal logées, pas logées en Île-de-France? Donc nous avons besoin à la fois pour accueillir et nous avons besoin pour permettre la mobilité, que les gens ne restent pas dans le logement qu'ils ont eu dès les premiers moments de la vie. De la même manière, pour cette identité, il faut aussi que, sur le plan culturel, la capitale soit le Grand Paris, que les œuvres circulent, que les événements circulent, que tout ne soit pas dans le cœur de Paris. De la même manière pour le sport, puisque ce soir, il y a une équipe du Grand Paris qui joue un moment important, qui fait qu'il faut abréger. Mais moi, j'ai toujours été surpris, c'est vrai que j'ai une certaine passion pour le football, qu'il n'y ait qu'une équipe de L1 pour l'Île-de-France. Quand vous allez pour le Grand Londres, il y a 5 équipes. C'est sans doute trop. Mais dans toutes les grandes capitales, il y a plusieurs. Et ça crée aussi le sport, la passion qu'il peut générer, ça crée aussi une identité. Donc le sport, la culture, d'une manière générale, ce qui peut être la mobilité, tout ça doit créer l'identité. Il y aura du Grand Paris, il y aura l'avenir du Grand Paris quand on interrogera un citoyen dans la rue et qui dira « Vous êtes d'où, vous ?» Enfin, on lui dira « Vous êtes d'où, vous ?» Et il dira « Je suis un grand Parisien. » Mais nous ne sommes pas encore là. Mais moi, je suis un grand Corrézien, donc c'est normal que je puisse parler à des grands Parisiens. Merci à tous. Merci beaucoup.